Bonsoir, bienvenue dans le deuxième jour mini-festival Contrecarré. Bienvenue dans le deuxième jour festival ça, qui porte sur des informations. Un festival que Internews porte ensemble avec Focal, avec collaboration Institut Panos, avec Aibopot. Depuis hier, nous avons parlé de questions des informations, il y a différentes activités qui fait déjà, il y a un atelier qui fait déjà. Et jeudi, nous avons une discussion qu'on y a là sur questions de sécurité avec des informations. Cette discussion, on va l'avoir avec deux intervenants. D'abord, il y aura Khalil Sayad Hilario et Godson Pierre. Festival ça, mini-festival ça, il a fait un pile sur les réseaux sociaux, c'est pour la Kounia, il a salué différentes pages Facebook et YouTube, côté que l'événement ça y a passé, et côté que vous regardez là, ou même tout, vous pouvez participer, vous pouvez poser des questions en bas, côté que vous regardez la vidéo. Il y a deux personnes qui là pour ça, et on a profité de ça, c'est Programmoto et Maud Malingré, qui a récupéré les questions, qui a fait remonter avec nous-mêmes, et intervenir avec une question pour vous poser. Donc, nous allons parler de questions information, de partage d'informations. Des fois, nous, dans le contexte que nous submerger avec information, ça revient, ces informations, elles nous proviennent des médias, elles nous proviennent des particuliers et nous-mêmes, le public, au niveau individuel aussi, nous les partageons. Quelles peuvent être les conséquences de ce partage d'informations, de toute l'information que nous recevons? Est-ce que les conséquences peuvent être mauvaises pour notre sécurité? C'est la question que nous allons aborder avec les intervenants. Khalil Sayad Hilario est un expert en gestion de risque et de sécurité. Il a un solide background en journalisme également. Il a travaillé avec des organisations humanitaires un peu partout à travers le monde, et notamment en Haïti, où il a dirigé des opérations de Médecins sans frontières pendant 2 ans pour notre main du séisme du 12 janvier 2010. Godson Pierre, on connaît bien, il est journaliste, il dirige encore le groupe Média Alternatif, reconnu pour ses nombreux organes, dont Alter Press, une station de radio, et Alter Radio, une station de radio. Alter Press, c'est le média en ligne, et Alter Radio, c'est la radio en ligne. Voilà, avec ces deux intervenants, nous allons discuter de la question, mais aussi avec vous, à travers les questions que vous pourrez poser en créole ou en français. Donc, les questions, c'est ce que nous venons de dire. Est-ce que, par exemple, toute information est bonne à être partagée? C'est la question principale. Et est-ce que le partage d'informations peut nous être mauvaise pour nous, pour notre sécurité? Et je me tourne d'abord vers Khalil, qui va répondre à cette question. Et au fur et à mesure, nous allons lui poser des questions aussi. Et Godson va aussi intervenir sur lui. Bonjour, Khalil. Merci, Carl. Merci, Godson, encore, il vous voit. Un plaisir de vous revoir et merci à tout le monde qui nous écoute. Oui, partager certaines informations pour nous mettre en danger et pour nous mettre en danger de tierces personnes. Dans un monde très, très, très mondialisé, l'accès à l'information, la capacité de produire des informations, les fake news qu'on appelle et que depuis un moment on parle, les rumeurs, les différentes sources d'informations vérifiées et non vérifiées. Cela pourrait mettre en danger pas mal des acteurs et des intervenants. On parlera aujourd'hui tout à l'heure, je pense, de ça, des cas spécifiques. Mais effectivement, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout partager. Il faut vérifier les sources, vérifier l'information avant de communiquer. Et là, la question automatique qui revient, c'est quelles informations on ne devrait pas partager, justement, et pourquoi? Quelles informations? Nous, des informations qui ne sont pas confirmées. Déjà, des informations qui nous viennent rapidement après un événement. Donc, on a des mots, on a des morceaux, on n'a pas toute l'information, on n'a pas toute l'analyse. Et souvent, on voit que les médias ou les organisations de presse qui sont dans une concurrence loyale ou déloyale, ça on verra après, mais ils luttent, ils vont chercher à sortir l'information, parfois trop vite.
et sans avoir tous les éléments d'analyse, tous les éléments d'avoir vérifié les sources et des informations impartiales, ils vont nous amener à des dérapages liés à la méconnaissance ou bien à des surréactions et à la overréaction de la part des gens qui entendent ces nouvelles. Dans des cas, des situations plus critiques ou dans des cas de crise qu'on appelle, et malheureusement, Haïti est connu pour les incidents de kidnapping, donc on parlera, je pense, aujourd'hui. Ce qu'on appelle la communication des crises, on l'abordera un peu plus en détail. Ça, c'est des informations qu'on ne peut absolument pas partager. Les premiers instants, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qui devrait savoir, qui sait quoi et qui devrait savoir quoi exactement. Tout ça, c'est des choses très, très importantes à maîtriser. Et les médias, la presse joue un rôle très, très important sur ces questions-là. Donc, vous avez parlé des cas de kidnapping. Bien sûr, ça nous interpelle parce qu'on est dans cette situation où il y a encore beaucoup de cas de kidnapping et qui sont reportés dans la presse. Est-ce que si on reste dans ce cas de figure, est-ce que vous avez des conseils sur ce qu'il faut, ce dont on peut parler, ce dont on ne devrait surtout pas parler pour la sécurité, notre sécurité ou celle des victimes? Déjà, en cas d'enlèvement, parlons d'un journaliste, parlons d'un commerçant, de quelqu'un. On ne doit pas communiquer tout de suite. On doit déjà analyser qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est lié au fait. Ça prend du temps dans une situation comme ça, inespérée, inattendue, inopinée, dans lesquels on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous arrive, on n'a pas tous les éléments d'information, on n'a pas tous les éléments pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui arrive à la personne, ce qui arrive à la famille, ce qui arrive à l'organisation. Donc, on ne peut pas communiquer. Il faut chercher à savoir ce qui s'est passé, établir des analyses, des faits, chercher à savoir avant de communiquer. On ne peut pas communiquer ni en externe, ni en interne, parce qu'on est dans ce processus de comprendre et de chercher à quoi communiquer. C'est le principe de la communication. Donc, si on lance tout de suite, telle personne a été kidnappée, telle personne on l'a vu, etc. Je comprends les métiers de la presse qui vont aller chercher à savoir, à chercher des témoins, ils vont chercher à contacter la famille peut-être, ils vont chercher à contacter les autres journalistes, les autres, etc. Mais dans une situation de kidnapping, on ne communique pas. La règle d'or, c'est quand je suis entré dans une entreprise, à niveau d'exemple, les dirigeants m'avaient dit ici, les seules personnes qui ont le droit de parler à l'extérieur, c'est moi, et je, pour principe, de ne rien dire. Donc, ça, ce principe s'applique dans la gestion des crises. On ne communique pas, on pourrait mettre en danger la personne, on pourrait mettre en danger sa famille, on pourrait mettre en danger ses collègues, on pourrait mettre en danger les processus de négociation. Donc, on ne communique pas. Et des basiques de la communication en temps de crise, on pourra peut-être aller après dans les détails, c'est de contacter tout de suite la presse, précisément pour qu'ils ne communiquent pas, en tout cas dans les premiers instants. Ça appartient à l'organisation et ça appartient à la famille de décider à quel moment on dit quoi et de quelle façon on va le dire et qui on va le dire. Et donc, il y a un code déontologique, du coup, qui existe au même titre qu'un médecin, qu'un avocat, d'un journaliste qui essaie de penser et de garder en tête que la priorité, c'est la sécurité de la victime principale, mais des victimes secondaires aussi, parce que c'est la famille, les collègues, etc. Et je pense que les médias ou les organisations de presse qui sont réputées, qui sont professionnels, qui connaissent bien, sont sérieux, ils connaissent bien les soucis et les problèmes, sont capables d'assimiler cette notion et cette responsabilité de ne pas communiquer en bénéfice de la gestion et la résolution de cette crise qui a pour objectif d'amener la personne au plus vite de retour chez lui ou chez elle. Excuse-moi, Khalil, d'insister là-dessus, mais c'est une situation à laquelle on est beaucoup habitué. Donc, vous me dites que, alors, c'est arrivé qu'il y a eu des kidnappings, des cas de kidnapping, et que la personne était encore entre les mains des kidnappeurs et que si ça a eu lieu pendant qu'une personne de la famille était là, il y avait un témoin, et qu'on invite, que dans la presse, la personne qui a été témoin était invitée à expliquer comment ça s'est passé. Ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle a vu le kidnappeur, l'agresseur,
et tout ça. Donc, quel est le montant de rançon qui a été demandé. Donc, vous me dites que tout ceci, ça ne devrait pas être communiqué. Non. Et pourquoi? Donc, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on ne devrait surtout pas faire ça? D'un côté, j'ai entendu déjà, parce que je suis beaucoup la presse, c'est les événements des kidnappings, déjà de savoir qu'est-ce qui s'est passé, euh, de sortir public et de donner des informations publiques sur les faits, sur les détails, sur la matricule des véhicules, etc. Ça pourrait mettre sur pression les kidnappeurs, par exemple, s'ils ne sont pas des gens très aguerris, très professionnels. Donc, du coup, qui se sont menacés et du coup, qui voient eux ça dans la presse, et du coup, sur un coup de folie, d'un coup de stress, un coup de peur, d'une intervention, ils tuent la victime. Donc, ils essaient de se débarrasser de la victime parce qu'ils ont dit, ah, bah, ils ont vu la matricule, ils ont vu les véhicules, voilà, c'est dans la presse, du coup, la victime risque d'être tuée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'effet de communiquer tous ces détails-là, ça augmente cette ambiance de peur et d'horreur qu'il y a dans la société haïtienne aujourd'hui. On parlera peut-être après des caisses de résonance, mais en tout cas, on alimente la peur générale, on alimente la psychose, et dans lesquelles les gens pensent qu'effectivement, ces événements-là sont partout, etc. Le montant des rançons, même chose. On ne doit pas oublier absolument pas et de dire combien ils sont demandés. Parce que ceux qui n'ont pas dans l'affaire des kidnappings, je parle des gens qui font du kidnapping de façon professionnelle, ils entendent les montants et on fait des liens très rapidement avec une certaine impunité qu'il pourrait y avoir dans les pays et une certaine absence de structure pour maîtriser cette situation-là. Bah, ça va augmenter les cas de kidnapping. Ça va augmenter les cas de kidnapping. La rançon a été demandée, 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $. C'est des chiffres quand même qui font rêver beaucoup de gens. Et du coup, communiquer ce genre d'informations, ça va juste alimenter d'un côté la psychose, de l'autre côté, ça va alimenter les phénomènes. Et donc, plus on évoque des centaines de milliers de dollars, plus des gens qui peut-être ne faisaient pas ça avant, et ils vont se mettre à travailler là-dessus et du coup ça augmente encore exactement. Donc non, toutes ces communications là on peut pas les divulguer euh, et voilà, ça, pour moi, c'est très, très logique d'essayer que la personne, la gestion, la famille ou bien l'organisation garde le contrôle de la situation, garde le contrôle de ces informations pour qu'ils puissent négocier et gérer la situation. C'est une situation dans laquelle ils sont mis dans une pression incroyable, ils sont au bout de rouleau et c'est compliqué pour gérer. En plus, on va insister, on va intoxiquer. Plus d'informations on donne, plus d'intoxication sur la gestion, plus de gens vont appeler, plus de gens ils vont dire ah ben j'ai vu, ah ben j'ai entendu, ah ben je sais où ils sont, ah ben c'est ça que je pensais avoir vu ou pas. Donc ça c'est des informations partielles, des informations qui intoxiquent la gestion de la crise et qui dérive un peu les focus et de la gestion de ces incidents-là. Bien sûr, les familles ne sont pas préparées. Moi, je fais énormément de formations pour des structures, des compagnies privées, des organisations humanitaires dans la gestion des crises sur le terrain, dans lesquelles les contrôles de l'information en interne et en externe, pas seulement qu'avec les médias ou avec les autres organisations, mais aussi auprès de nos employés. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Pas tout le monde au sein de l'organisation doit savoir éventuellement que X personne a été enlevée. Cette situation dont on parle, et elle concerne bien les médias, les journalistes, mais aussi toute personne qui a son smartphone et qui est à la portée d'avoir l'information. Donc, la personne est témoin et la personne met la photo. Donc, cela aussi, ces conseils que vous venez de donner, ça s'adresse aussi à ces personnes-là. Complètement. Et alors, quelles sont les bonnes pratiques? Si on pouvait me donner quelques bonnes pratiques, c'est quoi la bonne pratique que vous conseillez alors? Les bonnes pratiques, c'est contrôler l'information. Déjà savoir qui c'est quoi, soit une organisation, soit une famille, peu importe. Bien sûr, les familles ne sont pas formées à tout ça, mais en tout cas savoir qu'il n'y a rien à dire.
que pour l'instant, on ne sait rien du tout. Il y a des petites phrases, des petites mais on essaie de savoir qui sait quoi et qui devrait savoir quoi aussi. Qui sont les intervenants, où ça se produit, et ça au sein de la famille, rapidement, on va pouvoir faire ça. Établir les faits et faire la distinction entre les faits et les rumeurs. Entre ce qu'on sait, sûrement que ça s'est passé comme ça, ou bien on sait que la personne est fait, et qu'est-ce qu'on pense qui est arrivé. Après, il faut faire des hypothèses, des analyses et préparer tout de suite des messages parce que la presse, effectivement, il va débarquer très, très vite. Donc, il faut déjà être prêt à dire ou à ne pas dire, mais d'avoir déjà 2-3 messages à préparer pour faire face à la presse ou bien faire face à des gens qui vont appeler, qui vont s'intéresser pour la question. Pour une famille, il y a d'autres bonnes pratiques en dehors de la communication, ou bien de l'information, la transmission de l'information, mais pour une famille qui va gérer la crise, rapidement, il faut y avoir un téléphone vierge, avec un puce vierge qui n'a jamais été utilisé pour pouvoir contacter ces personnes-là et les donner ce numéro de téléphone pour contrôler effectivement qu'ils ne vont pas appeler tel numéro ou tel numéro. Et rapidement, nous pouvons avoir un téléphone qu'on n'utilise pas et qu'éventuellement, au cas de crise, on va pouvoir utiliser pour les négociations avec les ravisseurs. Dans une structure, dans une organisation, je suggère toujours d'avoir une équipe de gestion des crises, qu'on appelle, une équipe de 4 personnes maximum qui vont gérer l'enlèvement d'un employé et qui vont avoir la responsabilité de la gestion de cet incident-là, surtout si la personne a été enlevée pendant les heures de travail. Donc l'organisation garde une certaine responsabilité légale et devoirs de diligence auprès des employés. Avoir un téléphone, une cellule de crise, avoir quelqu'un qui va préparer des communiqués internes pour le staff. Parce que les restes des staff, il faut les informer, il faut les rassurer, il faut qu'ils soient au courant, mais qui, comment et quoi, ça c'est l'équipe qui va garder ça et qui doit être en externe. Préparer une salle où on va gérer ça avec l'accès à l'information. On doit être capable d'anticiper qu'il n'y a pas une autre organisation de presse ou un autre journaliste qui a sorti des nouvelles. C'est terrible pour une famille d'apprendre par la presse que quelqu'un a été enlevé, quelqu'un de leur famille a été enlevé. Ça, c'est vraiment pour une organisation de presse, pour une compagnie privée, c'est le pire qui peut y arriver. C'est pour ça qu'on essaie de contrôler cette information-là. Si la famille apprend d'enlèvement d'un des proches par la presse ou par un autre moyen qui n'est pas l'employeur, la famille tout de suite va perdre la confiance dans l'employeur. Tout de suite, et c'est la famille finalement qui décide et qui a le dernier mot dans ce genre de situations sur les décisions à prendre, la stratégie à prendre. Donc l'employeur, nul besoin de dire que l'employeur il va ressembler un peu à, il va pas se présenter, il va pas être perçu par la famille comme un employeur responsable, diligent avec ses employés. Et du coup, ils vont perdre la confiance de la famille. La famille, il faut les embarquer dans la gestion de la crise, il faut les faire confiance. La famille devait garder un cahier de bord, un petit carnet de bord avec les gens que la personne est absente. Il y a pas mal de questions psychologiques, des questions de soutien aux familles qui s'engagent. Mais sur la communication, ce n'est rien dire. Juste quand on a quelque chose à dire, et préparer des communiqués et des choses à dire à l'extérieur et à l'intérieur. Okay. Merci Khalil. Je rappelle aux personnes qui nous ont rejoints en cours de route qu'on est avec Khalil, Sayad Hilario et Godson Pierre et on parle de sécurité par rapport à l'information que nous partageons. Donc, Khalil nous dit que les informations en rapport au kidnapping sont des informations qu'on ne devrait pas partager. Et j'ai une dernière question, Khalil. On s'est attardé sur les cas de kidnapping parce que ça, c'est... Oui. On est concerné. Mais il y a aussi, je ne sais pas si tu as suivi, là maintenant, il y a des interventions dans les quartiers qui se font et il y a des informations, beaucoup d'informations qui sortent et qui sont beaucoup partagées. Est-ce que tu catégoriserais ces informations comme des informations qu'on ne devrait pas partager parce que notre sécurité ou les bonnes pratiques par rapport à ça aussi?
Je lis beaucoup la presse et effectivement, il y a d'un côté, il y a ces informations qui sont extrêmement détaillées, mais avec un niveau de détail incroyable parfois, ou dans lesquels, notamment dans les quartiers sensibles, bah, les noms des tels chefs des gangs ou des tels adjoints ou des rivaleries et ces massacres qu'il y a eu là, et ça s'est produit de cette façon-là, les corps ont été calcinés. Tout ça, c'est des informations, une grande partie, trop de détails, toute l'information. Donc, dans un côté, ou bien dans les interventions qu'il y a eu à Village des Dieux, qui a très mal tourné aujourd'hui, il y a une petite réflexion, un petit pensement pour les proches des victimes. Effectivement, toutes ces informations-là, parfois, monsieur, le corps calciné, toutes ces informations-là n'apportent rien du tout à titre informatif. Je pense que ces informations-là, d'un côté, augmentent, comme je disais tout à l'heure, mais augmentent la psychose, qui montre la façon dont ces groupes armés non étatiques travaillent, ils opèrent, et ces relations, etc. On n'a pas besoin de tous ces détails un peu morbides, parce qu'ils sont morbides. On n'a pas besoin de continuer à jeter de l'huile sur le feu. On peut parler très bien des conflits qui peuvent exister, des rivaleries, mais sans rentrer dans les détails. On peut parler des choses qui se passent, mais vraiment sans rentrer dans les détails. Je pense que la société haïtienne, il connaît très, très, très bien les problèmes des bandes armées, ils connaissent très très bien les quartiers dans lesquels se produisent. Ils savent très très bien à quoi ils font, c'est quoi leurs actions, leur façon de faire, leur méthodologie et tout ça. On n'a pas besoin de continuer à alimenter tout ça, qui à un moment donné, je pense, agit en tant que caisse de résonance pour ces chefs de gang ou ces gens, et ça augmente j'étais déjà dedans, j'étais dedans, c'est fascinant, hein. C'est fascinant, c'est ce contexte, cette façon de faire, cette façon de percevoir l'existence de ces groupes, etc., l'instrumentalisation de ces groupes et tout ça. Mais il faut un peu prendre des perspectives et aborder les problèmes d'une façon différente. Cette façon de faire met aux gens sur un niveau de stress incroyable, sur un stress, un psychose national dans lequel les gens ont peur de leur ombre, ou bien d'un petit bruit, et ça, c'est d'un côté, le stress, c'est quelque chose de... Et après, je pense que ça crée des caisses de résonance pour des gens qui pensent que la vie des gangs, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose de sexy, que c'est quelque chose... Voilà, ils apparaissent avec des armes, avec de la musique, etc. Et dans une situation dans laquelle beaucoup de gens haïtiens se trouvent sans futur, sans avenir, sans solution à misère, bah, ça interpelle. Et du coup, il faut absolument éviter et faire cette balance entre le niveau des besoins d'informer le public et cette caisse de résonance qui va donner un peu plus d'ampleur à la légende, entre guillemets, de ces groupes armés, de la façon dont ils agissent, etc. Voilà, donc ça met en danger un peu beaucoup de monde, ces choses-là, mais d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique aussi, je pense. Justement, j'invite les intéressés qui peuvent consulter notre chaîne YouTube, parce que hier, on en a parlé un peu avec la psychologue Madame Jacqueline Bossan, qui nous a effectivement confirmé que ces vidéos, ce genre de vidéos peuvent avoir un mauvais impact sur notre santé mentale. Donc, cette balance dont tu viens de parler, je sais que Godson a sûrement eu à beaucoup l'affaire. Godson, je disais, est journaliste et il est responsable de Alter Press et de Alter Radio. Et c'est vers lui que je vais me tourner pour un peu revenir à cette même question. Donc, Godson, toute information ne serait pas bonne à être partagée. Est-ce que, quelle information, alors est-ce que tu es d'accord avec ça? Et selon vous, quelle information ne devrait pas être partagée selon vous? Oui, excusez-moi. Oui, donc là, ce que je dirais, c'est que d'abord, la mission du journaliste est d'informer. Lorsqu'on se tourne vers les médias ou vers le journaliste, c'est pour avoir des informations, et ceci en toutes circonstances. Et surtout, je dirais, en cas de danger, l'information devient primordiale. Donc, on a toujours besoin d'informations et c'est notre mission.
la mission que nous confie la société aussi et que nous prenons maintenant avec beaucoup de responsabilité, car au moment d'informer, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Il y a certainement les éléments qui sont liés à la profession que nous faisons, les éléments liés à la déontologie, à l'éthique, mais aussi on doit savoir que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la société. Et moi, dans ma pratique en général, lorsque on se trouve en situation difficile, on veut s'assurer que l'information qu'on va diffuser ne constituera pas un danger supplémentaire pour la victime ou pour le groupe qui est concerné. Ça veut dire qu'il y a un moment où le jugement du journaliste entre en question. Est-ce que cette information va faire avancer les choses? Est-ce qu'elle est nécessaire ou bien est-ce que cette information va mettre encore plus en danger la victime? Et dans le cas où il y a un doute, parfois, on peut avoir l'accord explicite de la source pour savoir si cette information peut être véritablement diffusée. Et même là encore, ça dépend de la source, parce que parfois, même les personnes qui nous communiquent l'information et qui sont concernées ne se rendent pas compte à quel point elles-mêmes, elles peuvent se mettre en danger. Donc là aussi, le journaliste doit faire un certain nombre de considérations. On a des éléments qui sont des éléments constitutifs de l'information, le qui, le quoi, le quand, le où et comment. Et on a aussi un principe qui est le principe de l'exactitude. Mais en cas de danger, on peut choisir. On peut encore considérer et faire le jugement approprié sur les éléments qu'on peut diffuser. Est-ce qu'on doit être très précis sur le qui? Est-ce qu'on doit être très précis sur le où, par exemple, où est-ce qu'une personne a été conduite à l'hôpital, sur comment ça s'est passé, etc. Donc, il y a des éléments à considérer. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a le sensationnalisme qui fait qu'on a besoin tout le temps de sortir l'information tout de suite. Mais en cas de danger, on doit considérer: est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Est-ce qu'on a tous les éléments? Est-ce qu'on comprend tout? Ce sont des questions qu'on se pose, enfin, en ce qui nous concerne, avant qu'on sorte une information sensible. Et puis aussi, ce qui est un principe pour tout journaliste, la protection des sources. Est-ce qu'en diffusant telle information, en diffusant cette information de cette manière-là, est-ce qu'on ne va pas mettre la source en danger? Est-ce qu'on ne va pas faire en sorte qu'elle soit identifiée facilement? Là aussi, ce sont des questions que nous nous posons. Merci, Cotton. Alors, question sécurité, je ne comprends donc ça. Alors, si je bien comprends, ça n'a pas seulement aller avec mauvaise information, ça aller avec bonne information. Et des cas que le journaliste là, est capable de faire une information qui est vraie, mais publier information, ça, partager information, ça, capable de mettre un monde ou bien collectif, un groupe monde en danger. Et ça arrive que si ça le fait, il y a bien information, ça, il faut partager information, ça. Est-ce qu'il y a une situation qui arrive comme ça déjà pour qu'on parle avec nous tout ça? Alors, on a dit que gon balance pour faire, et c'est ça que m'a essayé d'expliquer tout à l'heure, gon balance pour faire entre le droit du public de savoir et la situation de la personne, l'acteur qui est concerné. En 2004, par exemple, il y a des officiels, le gouvernement à l'époque là, enfin l'administration à l'époque là, qui t'a fui parce que c'était une situation extrêmement difficile, il t'a pris exil. Même si c'était momentané, après il est retourné dans le pays. Mais au moment où l'État prend exil, il annonçait nous ça. Et bon, c'était quand même une relation de confiance avec la source. Il vini, il expliquait nous que la partie et donc il même accordé nous une interview. Mais dans cas ça et ceci, c'est pas pareil que nous faisons tout le temps, mais nous kembe interview pour lui. Cela veut dire que l'interview, ça, nous pas diffusé jusqu'à ce que nous assurions que le t'est arrivé en Europe, parce que c'est en Europe qu'il est allé, que le t'est arrivé en Europe et que l'était installé en sécurité. C'est à ce moment que nous communiquons information que
tel haut fonctionnaire ou tel haut responsable d'un régime est parti, etc., etc. Le reste est diffusé à la radio, nous fait texte sur Alter Press qui est disponible jusqu'à présent que moun ka consulter, mais c'était après. Et c'est là, ça c'est un bon exemple de comment, certaines fois, il faut que l'information attende avant que, donc, ce qui domine, c'est moun qui pour en sécurité et l'encassade. Donc, il a parti, il faut être parti, il faut être sûr que tout va être passé bien avant que nous soyons capables de diffuser une information comme ça. Ça, c'est mon exemple. Gain l'autre encore. Donc, pour dire que ce n'est pas en toutes circonstances que nous faisons pour nos premiers sous information. Parfois, il vaut mieux attendre un peu et c'est très dur. Là, par exemple, ou pral gagner un problème qui pral arriver et puis il pral attribuer aux responsabilités. Il pral dire c'est tel média qui t'a information ou bien c'est tel journaliste qui t'a bail information qui vient faire que moun sa victime ou bien que vous tuez, etc., etc. Donc, on croit qu'il faut que nous peser responsabilité ça qui nous donne tout au moment où on a fait travail information. Nous avons parlé avec Khalil et nous avons évoqué des situations d'insécurité qui affectent nous particulièrement ici. Nous parlons de kidnapping et nous parlons d'activités gangio. Nous avons parlé de ça qui est arrivé hier là. Il faut encore retourner, peut-être c'est pas qui nous avec 3000 personnes qui affectent. Alors, dans le cas de kidnapping, Khalil t'a dit que nous devons partager, nous devons partager information sur les cas, surtout pas de cas en cours. Est-ce que vous avez une opinion sur le contexte à quel débat? Bon, moi, je pense que là où c'est premier qui pourra diffuser une information, il faut poser tout des questions. Et il y a un principe, le métier journaliste, information ou gain, il faut le complète. C'est-à-dire qu'au moment où on diffuse, il faut vraiment en pleine capacité, il faut posséder information. Donc, il faut bien qu'au moment est-ce qu'on dispose de tout élément, de l'information complète, même si nous avons pour choisir éléments que nous avons communiqué, peut-être ça qui est sensible, que nous n'avons pas communiqué. Très souvent, l'enquête n'a pas disposé de toute information. Et donc, dans ce sens, ça, moi-même, je pense que toujours, il y a nécessité, on réserve. Et c'est vrai que bon, les principes déontologiques demeurent aussi des références, même en cas d'urgence sécuritaire. Ça veut dire que on va parler de moun, mais moun il y a une vie privée tout et jusqu'où on est capable de communiquer certaines informations et même la suite il y a un cas kidnapping mais même suite au kidnapping il pose des problèmes là communiquer sur lui tout quel que soit le fini que le fini par exemple avec malheureusement avec un cas de décès ou bien que moun n'a libéré. Tout ça toujours, il est toujours délicat. Ce n'est pas parce qu'un kidnapping fait et que le fini, que toute bagaille est finie. Et Khalil a posé problème rançon. Il y a deux fois, par exemple, il y a besoin de communiquer quantité d'argent que on monde payé. Nous, ouais, effectivement, comment ça est capable de faire monter les enchères, il est capable d'encourager que vous demandez plus l'argent. Mais en même temps, tout, et il y a des questions qui posaient autour du paiement des rançons, dans le sens que normalement, il y a des institutions qui ne sont pas supposées faire ça. Donc, le conseil public l'a intéressé par principe qu'on est, est-ce que tu as une rançon que tu es payé ou pas, mais maintenant sur le montant, et donc là, il y a quelques réserves, dans le sens justement pour contrôler l'impact ça capable de gagner. Et moi-même d'aller plus loin et l'en communiquer information sur kidnapping par exemple, quoi que nous avons un bon exemple l'autre jour avec Dominicain que il été kidnappé nous voyons comment avec Haïtien voilà que été kidnappé et puis une série d'informations que tu as partagées rapidement sur les réseaux sociaux et qui t'a montré que par exemple on était bien entre guillemets etc. Mais information ça aussi au niveau de professionnels des médias nous prenons nous servir avec eux c'est vraiment un boulevard
que nous bail agresseurs, dans le sens que véritablement, il y a besoin de manipuler nous et à travers nous-mêmes manipuler le public là, manipuler l'opinion publique là. Dans ce sens ça, qui ça nous fait? Nous venons carrément travailler pour mettre en œuvre politique de communication, agenda de communication propre agresseur. Et le problème, c'est que le sensationnalisme fait que parfois, nous ne prenons pas le temps pour nous considérer l'image qui l'emmène, pour nous considérer vidéo. Et même, par exemple, si on fait zoom sur vidéo, ou tu es bien, ouais, que dans le fond, tu as gagné mon azam, mais on ne peut pas même rendre compte de ça. Et c'est des détails qu'on vient voir bien après. Il faut que tu aies des gens qui t'a regardé bien, qui viennent relever pour dire que très facilement, nous sommes capables de manipuler. Et l'entendez témoignages que Dominicains et Haïtiens baillent après, ils ont dit comment ils ont souffri. Comment ils ont souffri. Tout moment ça, qui te paraît dans des moments côté ils ont joui, mais c'est souffrir, ils ont souffri. Vous comprenez? Donc, nous sommes capables de tromper nous facilement et faire le jeu des agresseurs. OK. Alors, dernière question, ma pose, c'est questionner l'opinion. Là, nous rendons compte donc que il y a pile médias qui tombent dans le piège, piège fait jouer un rôle pour gagner, faire communication gagner, ou bien plus d'informations qui t'a doué et qui a peut-être réalisé le monde qui a plus d'informations. Donc, qui j'en pensais que les médias sont capables de sortir dans ça. Alors, tu parles de déontologie, tout qui j'en pensais nous sommes capables de sensibiliser les journalistes, ou bien tu as de sensibiliser les journalistes par rapport avec des ça. Bon, c'est un travail qui est rouge en fait là, certainement, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Moi, je crois que véritablement, c'est pour nous raccrocher nous aux principes qui sont les principes du journalisme. Et je pensais que le journalisme, malgré qu'il y a une évolution technologique extrêmement importante, si nous retournons dans des principes, nous prenons compte que nous avons quelques âmes. Par exemple, et dans la déontologie, numéro 1, il faut respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour nous-mêmes en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Bon, alors, là où disposer d'éléments qui t'a doué des éléments factuels, est-ce qu'on assure véritablement que vous gagnez en main la vérité qu'on a communiquée? Il dit qu'un journaliste travaille avec des faits vérifiables. À quel point que nous sommes capables de vérifier un certain nombre de faits? Parce que nous ne pouvons pas contenter seulement d'un témoignage ou d'un témoignage, là, mais il faut qu'on ait une capacité pour faire une vérification. Dans quelle mesure vérification ça capable de faire? Il parle de respect de la vie privée des personnes. Je pensais par exemple à cas Evelyne Sincère. Là. Et je regardé après kidnapping qui était fini catastrophiquement, j'en connais un, et ils sont révoltants, mais je regardé photos qui étaient disponibles et monde qui étaient concernés sous pile fatra, et parfois, il y a des photos qui ne même gagner assez de pudeur pour te montrer les parties intimes. Donc, moi-même là, au-delà de tout ça, on dit là, des éléments professionnels, des repères professionnels, moi, je dis tout que nous sommes monde, que nous sommes citoyens, que nous avons famille. Moi-même, moi, toujours dit, ben, si c'est ton seul, si c'était madame, moi, qui était la circonstance ça, bon, quand tu as privé, tu as face à lui, mais qui ça t'a fait pour moi que les parties intimes exposées sur toute photo dans les réseaux sociaux, là, moi-même, moi, dis journaliste, certainement, pour poser cette question, ça, mais même l'autre monde qui a partagé, l'autre partage une photo, mettez en tête ou tout que c'était cas, un monde qui proche pour dire jusqu'à bon où tu es capable de arriver dans ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a des chocs que mon yo prend et c'est des chocs inutiles. Moi-même tout, moi fais face à des cas qui sont des cas personnels et que je pas traité comme journaliste, que je traité comme un monde, mais l'homme fait rapport là entre monde et journaliste, justement, me rendre compte de qui ça qui est nécessaire pour me faire public là qu'on est, qui ça qui pas nécessaire
et qui a mis les gens en danger. Donc, au-delà d'être des professionnels bien aguerris, etc., je pense qu'il faut nous faire le pas pour nous garder la situation mondiale d'un point de vue humanitaire. L'humanitaire, la dignité des personnes. Tout ça, c'est des éléments qui pourraient interpeller nous. D'après moi, on a fait travail d'information dans une circonstance qui est aussi terrible que circonstance qu'on a fait jeudi en Haïti. Et alors, une dernière question, mais on va rappeler que vous êtes capable de poser question, écrire question en bas côté ou regarder les discussions et puis gagner ces programmes qui parlent tout à l'heure et va paraître pour venir faire question ou remonter et intervenir car il avec Godson Pierre est capable de répondre aux questions ou en direct. Une dernière question avant que éventuellement nous tirer vers la question publique là. Là, c'est plus en retourner dans le contexte là. Et comme on a dit, est-ce que les parents censurent n'a pas l'air parce que nous dans une situation de insécurité souvent bien non, donc c'est ramené avec des mondes et des politiques. Est-ce que comme on a dit, est-ce que c'est pas Dinabdi qui a fait pour ça? Non. Est-ce que c'est ça? Et c'est ça que fait dès le début. Moi, dit que professionnels de la presse là, ils trouvaient entre deux limites. Ou gagne d'une part le droit du public de savoir, et maintenant ou gagne justement le droit des victimes à une protection. Et si jamais une information qui est diffusée capable de météo en danger, vaut mieux que l'information ça a diffusé. Parce que vaut mieux que l'information ça n'a pas diffusé. Ou bien que le pas diffusé de manière à ce que l'il y ait une série de repères. C'est ça qui est plus important. En fait, finalement, même si on a fait travail d'information, ce qui est le plus important, c'est la vie des personnes ou des communautés. C'est-à-dire que droit du public de savoir, l'IPA est au-dessus de droit à la vie des acteurs ou bien des gens qui concernent une situation de danger, enfin, soit catastrophe naturelle ou autre. Mais dans le cas, ça, bon, la crise côté nous hier. C'est-à-dire que, moi-même, moi dit, au moment d'informer, il faut que nous posions nos questions sur impact information. Impact information, et là, on me dit tout à l'heure, pour la vie des personnes, mais ce n'est pas seulement pour la vie des personnes. Parce que là, justement, parce que nous avons participé à l'échange, ça m'a pris quelques situations difficiles qui étaient présentées. Dans le cas Boko Haram, par exemple, ils ont critiqué en pile façon la presse internationale qui couvrit et dossier ça, parce que d'une part, les bails agresseurs un statut que sur le terrain, il n'y a pas de gain vraiment. Donc, c'est-à-dire que couverture que la presse fait, vient aider et construit pour venir un pouvoir que il n'y a pas de gagné à l'origine. Et là, par exemple, là, on prend un cas haïtien. Je regarde des agresseurs, des gens qui ont responsabilité sur les crimes qu'ils commettent, mais qui ont en même temps ont accès à l'espace public. Et type d'accès que vous avez à l'espace public, là, à un certain moment, ils ne viennent pas avoir un statut. Et il ne faut pas oublier tout que les médias ont un pouvoir symbolique extraordinaire. C'est-à-dire que oui, nous avons pile l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux, mais au moment où un monde c'est une tête d'affiche dans un média, les vignes gagnent un autre statut. Et il faut nous faire très attention pour, ce n'est pas nous-mêmes, à travers le travail des formations, qui a construit des acteurs qui eux-mêmes, c'est des hors-la-loi. Ce n'est pas nous qui fait que hors-la-loi, c'est une réalité. Donc, en présence d'une situation comme ça, moi-même, je crois qu'il faut que nous questionnions. L'autre question qui est importante, et là, par exemple, m'a dit que nous avons une mission d'informer. Mission d'informer, elle est faite pour le fait dans la liberté. À quel point nous libres là, on travaille d'information comme ça. Cela veut dire qu'au moment où nous mettons micro nous, devant un monde qui a un pouvoir ZAM sous nous, est-ce que nous avons posé la question? D'une part, mais d'autre part, est-ce que nous rendons compte qu'en même temps,
toute interview, c'est quand même une tribune. Donc, nous offrons une tribune, mais en même temps, nous n'avons pas toute capacité pour nous aller au fond des choses et poser les questions pour lesquelles le public là attend une réponse. Donc, si nous n'avons pas fait travail de journaliste jusqu'au bout, est-ce que nous prenons l'initiative là nous servit ou bien nous desservit public là? Donc, toutes ces séries de questions que pour nous poser nous, tout en sachant que tout travail d'information en liberté ou pas, et en liberté, oui, il y a un part d'autocensure. Autocensure là, c'est pas nous qu'à critiquer, mais en même temps, à certains moments, responsabilité que vous gagnez fait que vous posez telle question et vous gagnez une décision pour prendre par rapport à tel ou tel élément d'information qu'on pas fait quoi qui est clair parce que en même temps tout journaliste a un jugement et une conviction pour le faire tête sous information que l'a diffusée et c'est ça qui mène nous à peut-être pour une période donnée camper sous un élément d'information que nous pouvons faire clair sous lui. Donc travail d'information, ce n'est pas juste utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas juste le partage. Et c'est un travail responsable et qui gagne un impact dans la société. Et en tant que professionnels, nous-mêmes, nous conscients de l'impact du travail d'information que nous avons fait à gagner sous la société. Donc voilà, et c'est ça qui fait que, bon, ce n'est pas une décision à la légère quand on prend l'encassa ou communiquer ou information. Merci, et merci Godson. Je ne sais pas, avant de passer la parole à Sephora Moto qui va venir avec les questions du public, qui, je rappelle, sont recueillies en direct sur Facebook ou sur YouTube, là où vous regardez cette intervention. Je ne sais pas, est-ce que Khalil a un retour par rapport à ce qu'a dit Godson? Sinon, on accueille Sephora avec les questions. Khalil? Non? On accueille Sephora. Micro, Khalil. Micro. Pardon, désolé, maintenant. Si. Non, je disais, je suis tout à fait d'accord avec Godson et une très, très bonne intervention. Effectivement, il y a le côté déontologique, le côté responsabilité. Effectivement, ce qu'on disait de ne pas servir comme tribune, effectivement, à ces gens-là et pour leur donner un autre statut, donc ils ne sont pas, et très bien l'utilisation de cet exemple de Boko Haram au Nigeria. Effectivement, c'est la presse qui joue beaucoup la dimension du groupe et c'est un des intérêts que ces groupes cherchent à y avoir, un peu de notoriété, de publicité pour pouvoir mieux recruter, pour pouvoir être lancé international, pour avoir des pressions sur les États, etc. Alors, bonjour tout le monde et merci à Khalil, Godson et à Carl pour cette discussion, d'autant plus très importante dans le contexte que nous vivons actuellement en Haïti. Donc, sans prendre beaucoup de temps, et je vais passer directement aux questions que nous avons. Je vais faire par série de 3, comme ça pourra aller un petit peu plus vite, et je rappelle aussi les questions si besoin est. Et en fait, la première question, c'est quel comportement doivent avoir les parents des victimes, par exemple, avec tout ce qui se passe en Haïti. Et ils ont toujours tendance à essayer de mobiliser le plus que possible l'opinion publique quand l'un des leurs sont victimes ou ont été kidnappés. Donc, les gens ont tendance à penser que plus que les gens sachent, plus qu'ils veulent avoir de la solidarité, en fait. Donc, d'après ce que j'ai entendu par rapport à ce que dit Khalil et Godson, c'est vraiment pas prudent de faire ça, alors qu'on voit que tous les gens ici ont tendance à faire ça, à se désespérer aussi. Par exemple, on a eu le cas du docteur, on a eu plein de cas où les photos circulent, où on fait des affiches pour essayer de demander de l'aide, ou même des personnes font même des GoFundMe pour trouver l'argent. Donc, en fait, c'est ça la première question. C'est comment les parents peuvent se contrôler ou quel comportement ils peuvent essayer d'avoir quand l'un des leurs sont victimes, l'un des proches sont victimes de kidnapping.
Ensuite, j'ai une deuxième question. Que faire face à cette situation où l'insécurité est devenue étatique dans la mesure où certains noms connus comme partisans ou membres du pouvoir sont cités publiquement? Ça, c'est une deuxième question. Ensuite, je les pose par deux de préférence. C'est mieux, je pense. Je ne sais pas qui. Oui, je pense que je peux répondre à la première et je laisserai la deuxième, je pense, pour Godson, qui est mieux placé pour moi, que moi pour répondre. Je comprends les détresses des familles, le sentiment d'abandon et le fait d'essayer de mobiliser au maximum pour pouvoir faire un effet médiatique et essayer de ramener un soutien qui va pouvoir provoquer la libération des gens. Vous m'avez évoqué les cas d'un médecin. J'ai connu des cas de médecins et des infirmières et des gens qui ont été kidnappés, mais qui après ils ont été libérés. Certes, il y a certaines, et c'est pas qu'exclusivement en Haïti, il y a certains pas mal de pays, Haïti c'est pas une exception, dans lesquels on kidnappe une personne parce qu'il nous aide d'utilité pour quelque chose de très spécifique. Et en parlant d'Haïti, j'ai connu personnellement des médecins qui ont été enlevés pour soigner les membres des gangs qui ont été blessés lors de l'intervention de la police dans des quartiers sensibles, là où il n'y a pas d'accès aux soins. Et du coup, on kidnappe une personne, un médecin, une infirmière, il prend soin de la personne, il gère les blessures, stabilise la personne, et après il retourne chez lui, il les retourne chez lui. Donc, la mobilisation, on peut utiliser la mobilisation populaire, mais je dirais plutôt dans une stade dans lequel on n'arrive pas à résoudre la situation. Payer un rançon, c'est pas, et Godson posait la question, c'est pas la question, il faut pas payer des rançons, il faut éviter de payer des rançons, essayer éviter de mobiliser publiquement pour collecter des fonds, parce que ça va donner encore plus d'envie, ça va donner beaucoup plus, ça va augmenter les enchères, comme on disait Godson, ça va augmenter les phénomènes, ça va contribuer à dire, bah, effectivement, ça paye. C'est relativement facile d'enlever quelqu'un dans un contexte comme Haïti, et ça ajoute au problème. C'est vrai qu'on peut utiliser ces moyens de pression pour augmenter, pour avoir un bon impact moral sur la victime qui va éventuellement écouter réaliser qu'il y a une grande mobilisation et ça va être bon pour sa morale pendant qu'il est en captivité, mais il faut pas lancer ces démonstrations de soutien massif. Ouais. Surtout ce que les gens pensent aussi que mobiliser l'opinion publique peut aider à la libération de la victime. Ouais. En Haïti, il n'y a pas de paiement de rançon en dehors des cas, comme je dis tout à l'heure, d'intérêt. S'il n'y a pas de paiement, la victime ne sera pas relâchée. Ouais. Et moi, je dirais que ça, je comprends parfaitement, parce que le problème, c'est l'absence d'institutions auxquelles les gens peuvent s'adresser. Parce qu'en fait, on n'a aucun recours, on est seul face à ce cas qu'on gère. En général, finalement, on s'adresse au public, on appelle au secours et on lance cet appel à tout le monde. C'est un peu à cause du fait qu'ici, on est dans un vide complet en ce qui concerne les institutions. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, j'ai aussi des témoignages de gens qui ont été kidnappés et qui me font savoir qu'au moment de leur captivité, ce qu'ils auraient souhaité, c'est que les kidnappeurs ne sachent pas qui ils sont. Et voilà que dans le cadre de cette campagne, eh bien, cette information est disponible, cette information circule. Et dans un cas, au moins, j'ai lu que une personne kidnappée s'est fait dire « Ah bon, voilà, vous êtes quelqu'un d'important, eh bien bon, ça va faire monter les enchères. » Donc, comme ça, on trouvera plus facilement l'argent
la rançon qu'on doit payer. Donc, et voilà aussi, ça fait partie des conséquences également. Mais comme je le dis, je comprends bien dans ce vide institutionnel, que les gens aient recours à un mouvement de masse, à un mouvement public, de mobiliser le plus de force possible pour essayer d'obtenir la libération de la personne. Merci. Bon, là, il nous reste que 10 minutes pour terminer, donc je prends juste les 2 dernières questions. Mais excusez-moi, il y avait un que faire. Que faire dans quelles circonstances? C'était la deuxième question. Ah, la deuxième question, c'était que faire à cette situation où l'insécurité est devenue étatique, dans la mesure où certains non connus comme partisans ou membres du pouvoir sont cités publiquement? Oui, là, bon, en fait, la réponse qu'on peut donner, c'est une réponse citoyenne. Cela veut dire qu'il faut que cela change. Il n'y a pas 4-5 formules. Il faut que cela change. Il faut qu'on ait des institutions qui jouent leur rôle. Le rôle de la police, c'est de protéger la population. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce rôle soit effectif. Mais ça, ce n'est pas parce qu'on fait cette rencontre qu'on va résoudre ce problème. C'est un problème de société et ça demande la mobilisation de tout le monde pour parvenir à ça. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va résoudre ce problème. C'est un engagement et un engagement de tous et de toutes pour parvenir à une société démocratique où la paix est préservée, où la sécurité des gens, la sécurité des biens puisse être réalisée. Mais ça, donc, c'est l'affaire de tout le monde. Merci. Et puis, je passe tout de suite à la prochaine question. Vu le contexte d'insécurité que nous vivons en Haïti, quelles sont vos bonnes pratiques concernant ce qu'il vaut mieux ne pas publier sur les réseaux sociaux, où on est, où on travaille, mettre notre nom complet, avoir plusieurs profils, question des tags, des personnes ou de la localisation aussi? Donc, quelles sont les bonnes pratiques à avoir ou de ne pas, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire en ce moment de... Sur les réseaux sociaux, déjà, ne pas avoir un profil avec des photos. Ça, c'est la première chose, éviter des photos personnelles. Deuxièmement, tout ce que c'est les déplacements, parce que les soucis de kidnapping en Haïti aujourd'hui, c'est l'ordre des déplacements que c'est un grand problème, même si il existe aussi des cas où les ravisseurs ils vont dans la maison des gens. On n'annonce pas où on va y aller, on va se déplacer, où on va aller en vacances. On ne publie pas des photos des familles des vacances. On évite de dire, demain, je vais à tel endroit, parce que le principe d'un kidnapping, un kidnapping se prépare. Un kidnapping, même s'il y a cette croyance populaire en Haïti que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, il y a plutôt une tendance à penser que pour avoir étudié, avoir géré les choses, que ça se prépare. Donc, il ne faut pas donner des avantages, il faut éviter les routines, il faut éviter de mettre notre routine ou des pensées parce que quelqu'un qui prépare un kidnapping, il regarde tout ça. Il regarde Internet, Facebook, il regarde si vous allez là-bas, si vous étiez ici, si hier vous étiez à Pétionville, dans tel restaurant, etc. Les gens sans se rendre compte, ils disent tout sur leur vie, sur les réseaux sociaux. Il faut juste éviter les réseaux sociaux, éviter les photos, éviter rendre compliqué cette phase de préparation d'un enlèvement, dans lesquels les assaillants ils collectent des informations sur la victime, sur la cible, avant de commettre l'action. Moi-même, je pourrais ajouter dans cette ligne aussi, et je suis d'accord avec Khalil, et ça m'étonne, et je souhaitais le dire, ça m'étonne de voir que des gens qui sont des gens publics et qui peuvent être ciblés mettent sur leur profil photos d'enfants, photos de filles ou garçons, photos de conjoints, conjointes, etc. Moi, je pense que c'est un type d'information ça ne vaut pas la peine que ça soit communiqué. Et puis, cette habitude de faire du live, c'est très bien de faire du live, mais il faut toujours avoir en tête, se poser quelques questions avant
de sortir en live. Donc, ce sont des éléments sur lesquels, moi, je pense qu'il faut attirer l'attention des gens, d'où la nécessité d'un travail d'éducation aux médias et même aux médias sociaux. Se rappeler aussi, et ça, c'est très important, que les agresseurs, les assaillants, les kidnappeurs, ils sont aussi sur les réseaux et ils ont des comptes, des pages, etc. C'est tout un système sur les réseaux. Au moment où une information est disponible sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter, etc., sur Instagram, eh bien, cette information est disponible pour tout le monde, y compris ceux qui préparent ceux ou celles qui préparent les kidnappings. Donc, kidnapping et autres, tout type d'agression. Donc, et sur ça aussi, il faut être prudent dans l'utilisation des réseaux sociaux. Merci, Godson et Khalil. Donc, avant que Carl revienne pour clôturer, et j'ai une dernière question pour Godson. Et responsabilité des médias, qui sont les premiers à informer, mais peut-il aussi parler de l'influence de suivisme au sein des médias qui peut se faire de façon trop rapide parfois parce qu'on ne peut pas être en dehors du coup? Oui, c'est vrai, ça c'est partout, c'est pas en Haïti seulement, le suivisme des médias, bon, c'est presque comme un réflexe, dès qu'il y a une information qui est disponible quelque part, on se dit que mais cette information, on doit l'avoir aussi, même si on va changer d'angle, même si on va essayer de trouver une autre source, mais il faut qu'on ait cette information. Eh bien, parfois, il ne faut pas céder à ça, même si c'est une tendance, il ne faut pas céder à ça. Et je dirais que une des choses qui contribue à faire en sorte qu'on veut que cette information soit présente dans notre système, c'est le sensationnalisme. Il ne faut pas céder au sensationnalisme. Et voilà, donc c'est ce recul qu'il faut avoir, même si malheureusement c'est le sensationnalisme qui fait le buzz, c'est le sensationnalisme qui fait monter l'audience au niveau de la radio, de la télévision, et parfois je vois des chaînes qui font un live où il n'y a pratiquement rien à communiquer, mais il faut être live. Donc c'est tout ça qu'il faut, moi je dirais que c'est vraiment une conscience professionnelle qui doit se développer et dans ce sens se poser des questions sur plein de choses. Le travail d'information, ce n'est pas un travail qu'on fait à la légère, c'est ça qu'on doit se mettre en tête et se poser des questions sur chaque information qu'on communique. Quelle est notre stratégie? Quel angle on va communiquer? Pourquoi on communique cet angle? Et cette information qu'on va diffuser, quel sera son impact? Donc, tout ça, c'est des éléments sur lesquels on s'interroge. Bon, il est vrai aussi qu'on est face à un écosystème où il y a beaucoup d'individus médias maintenant. Parfois, avant, il y avait une conférence de rédaction, on discutait, etc., avant de prendre une décision. Mais aujourd'hui, parfois, on est seul à prendre sa décision. Tout seul, face à une information, peut-être pas plus que 2 ou 3. Donc, même dans ce cas, il faut encore s'interroger. Moi, c'est ce que je dirais. Merci Godson, merci Khalil. Et Godson Pierre est responsable du groupe Médias Alternatifs, journaliste. Et Khalil est expert en gestion de risques. Et aujourd'hui, ils nous ont parlé des cas où le partage d'informations peut être dangereux. Et voilà, et on est à cette deuxième et dernière journée du mini-festival contre carrer la désinformation. Il y aura un panel dans une heure, à 3 heures, dans moins d'une heure, 57 minutes environ, et on vous invite à la suivre aussi, là où vous êtes en train de suivre cette discussion qu'on a. Et j'en profite pour remercier les pages qui relaient cette discussion, Focal, Focarella, Le Nouvelliste, Port-au-Prince Post, Magic 9, Alter Press, Ticket Magazine, Saint-Tropez, Loop Haïti, Top Haïti, Haïti Demain, la page de Patrick Amazon, de Bibliothèque Tap Ouest, cette culturelle Catherine Donham, du camp de débat focal de la bibliothèque Monique Calix. Merci à vous qui nous avez suivis, à vous qui avez posé des questions, merci aux intervenants et rendez-vous donc. Merci aux techniciens qui permettent cette diffusion, Leslie, Rob Duperville et Patrick Amazon qui sont derrière, ils n'apparaissent pas. Merci à vous et merci aux partenaires, aux organisateurs, Internews, Aibopo, c'est l'Institut Panos. Voilà, c'est la fin de cette discussion. À tout à l'heure pour notre discussion. Merci Khalil.
et qui était merci, c'était un plaisir. Assez loin. Merci, Godson. Merci, c'était un plaisir. Merci, Watson. Merci, Sarah. Merci. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci à Maud bonne aussi. journée. Ouais, bonne journée. Bye. Bye.